Bienvenue dans votre journal de l'international et merci d'avoir choisi Channel4 TV pour vous informer. Les chefs d'État africains se sont réunis en sommet ce lundi à Abuja au Nigeria pour s'accorder et mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Détails à suivre dans cette édition et nous parlerons aussi dans ce journal de l'inondation au Kenya. Des pluies torrentielles se sont abattues mercredi sur Nairobi, la capitale kenyane. C'est tout pour les titres à développer dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Des chefs d'État africains dont le président nigérien Bola Ahmed Tinubu, le président togolais Faure Gnassingbé et le président ghanéen Nana Akufo-Addo se sont réunis avec d'autres hauts responsables pour un sommet africain de 2 jours sur la lutte contre le terrorisme. Ce sommet vise à trouver des solutions africaines aux défis du continent en matière de sécurité. Commentaire de Aimé Dolinassou. Des dirigeants africains ont appelé lundi à une plus grande opération régionale dans la lutte contre le terrorisme lors d'un sommet consacré aux problèmes de sécurité du continent à Abuja, la capitale nigériane, et ont évoqué la création d'une force militaire. Le président nigérien Bola Ahmed se joint à ses homologues ghanéens Nana Akufo-Addo et le togolais Faure Gnassingbé pour appeler à une plus grande opération régionale, à l'échange des renseignements et à la création d'une force militaire en attente. À partir du Mali, les militants islamiques ont gagné du terrain s'étendant plus au sud pour menacer les États côtiers de l'Afrique de l'Ouest. D'autres groupes s'ébattent dans la Corne de l'Afrique, au lac Tchad et en République démocratique du Congo. Plusieurs pays africains coopèrent déjà au sein d'une force militaire multinationale conjointe dans les zones frontalières du lac Tchad. Mais ces derniers mois, les régimes militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont annoncé les retraits de la CEDEAO, exigé le départ des soldats de l'ex-puissance coloniale française et se sont rapprochés de la Russie. Le président togolais a par ailleurs appelé la communauté internationale à aider davantage les pays africains à financer leurs opérations de lutte contre le terrorisme. Le ministre nigérien des Affaires étrangères Youssouf Tougar s'est dit très inquiet au sujet des millions d'armes légères qui se trouvent dans les mains des belligérants. Mais il a ajouté que les États africains étaient également confrontés à de nouveaux défis dans la lutte contre le djihadisme, tels que l'impact du changement climatique, la rupture de la coopération avec certaines nations, les fake news des médias sociaux et les transferts d'argent non réglementés par les biais de la crypto-monnaie. Toujours avec Aimé Dolinassou et cette fois-ci nous allons au Kenya. Au moins 13 morts dans des inondations ce mercredi à Nairobi, la capitale du Kenya. Des pluies torrentielles et des crues inondent les routes et provoquent des dégâts et des perturbations dans la capitale et ses environnants. À l'origine de ce niveau inhabituel de précipitations en cette saison des pluies, l'effet du phénomène climatique El Niño. Des habitants avec de l'eau jusqu'à la taille, certains réfugiés sur leurs toits, des voitures et camions piégés par les eaux. Plusieurs quartiers de la capitale kenyane Nairobi étaient inondés mercredi après des fortes pluies. L'Afrique de l'Est connaît un niveau inhabituel de précipitations en cette saison de pluie, intensifiée par l'effet du phénomène climatique El Niño. En Tanzanie, au moins 58 personnes ont été tués dans des inondations et accidents. Au Burundi, les autorités ont fait état de 96 000 déplacés internes à raison de pluies quasiment incessantes depuis plusieurs mois. Au Kenya, au moins 32 personnes avaient péri et plus de 40 000 avaient été déplacés au 18 avril, selon l'agence humanitaire de l'ONU. Après une nuit de pluie diluvienne, plusieurs quartiers de la capitale Nairobi ont été réveillés par des inondations dans des bidonvilles de Martar. Des habitants avaient de l'eau jusqu'à la taille, selon des images diffusées par la Croix-Rouge kenyane qui y menait des opérations d'évacuation. D'autres images publiées sur les réseaux sociaux montraient des gens réfugiés sur les toits de leur maison. Mardi, la police kenyane a annoncé également avoir sauvé à l'aide d'un hélicoptère un enfant de 5 ans piégé depuis plusieurs jours par la montée des eaux dans le comté de Machakos, à environ 150 km à l'est de la capitale. En décembre, plus de 300 personnes avaient
péri dans diverses catastrophes causées par des pluies diluviennes au Kenya. Une poule a été sacrifiée mercredi au Sénat mexicain pour offrir son sang au dieu précolombien de la pluie Tlaloc, une cérémonie qui a provoqué une vague d'indignation. Des associations de défense des animaux ont manifesté devant le Sénat mexicain pour demander l'approbation d'une loi accordant les mêmes droits pour tous les animaux à Mexico. Habiba Hangini Mahamat. La scène inédite a été diffusée sur les réseaux sociaux parlementaires, mais a été interrompue après qu'un participant, sur fond de roulement de tambour, eut égorgé la volatile pour récupérer son sang dans un récipient. La cérémonie a été organisée par le sénateur Adolfo Gomez, membre du parti au pouvoir, Morena, avec convocation sur le réseau institutionnel du Sénat. Mais dans la soirée, les instances dirigeantes de la Chambre se sont démarquées de cette initiative en faisant porter la responsabilité sur le seul sénateur. Le pouvoir législatif ne cautionne en aucune manière les faits rapportés et prendra les mesures disciplinaires pertinentes envers le sénateur responsable, selon un communiqué. M. Gomez s'est justifié en invoquant les coutumes anciennes. La constitution mexicaine stipule qu'il convient de respecter les traditions des peuples d'origine du pays, a-t-il souligné auprès des journalistes. Des organisations de défense des aborigènes se sont également désolidarisées des actions du sénateur Gomez. Le Conseil autonome pour les peuples autochtones, un organisme de représentation des indigènes qui lutte contre l'impact de la colonisation sur leurs terres, a tenu à se distancier de l'élu, soulignant qu'il n'avait pas approuvé cet événement et que cette pratique ne faisait pas partie de sa vision du monde ni des traditions. Des associations de défense des animaux ont en revanche rappelé que les sacrifices et mauvais traitements des bêtes étaient interdits dans la ville de Mexico. L'organisation Anima Naturaliste Mexico annonçait sur le réseau social X qu'elle allait porter plainte contre le sénateur et organiser des manifestations pour exiger sa démission. Au moins 6 personnes ont été tuées et 18 autres blessées jeudi dans un incendie qui a ravagé un hôtel dans l'est de l'Inde, a indiqué la police. À l'origine de cet incendie, une probable mauvaise norme de sécurité et une application laxiste des réglementations. Les détails avec la rédaction. L'incendie s'est déclaré à l'hôpital Pal à Patna, capitale des États du Bihar nord-est, et s'est rapidement propagé aux bâtiments adjacents avant son extinction. Au moins 6 personnes ont été tuées, a déclaré à l'AFP un policier sous couvert d'anonymat, ajoutant que le bilan risque de s'alourdir. Au moins 18 personnes ont été blessées et se battent pour leur vie dans un hôpital local, a ajouté l'officier. Il a fallu plus de 3 heures aux pompiers pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré vers midi. Sobha Ohaka, officier supérieur des pompiers, a déclaré que la négligence était probablement à l'origine de la catastrophe. Les incendies sont fréquents dans toute l'Inde en raison de mauvaises normes de sécurité et d'une application laxiste des réglementations. En décembre, 8 personnes ont péri et plus d'une centaine ont été blessées dans un incendie qui s'était déclaré dans un hôpital public de Bombay. De nombreux bâtiments commerciaux ne disposent pas d'issue de secours ni d'équipements de lutte contre l'incendie. Un sommet pour lutter contre l'immigration clandestine s'est tenu à Tunis entre les dirigeants de la Tunisie, de l'Algérie et de la Libye. Ils se sont convenus à l'issue d'une réunion consultative de lutter ensemble contre les impacts de l'immigration clandestine et d'unir leurs positions et leurs discours sur cette question. Les détails avec Habiba Hangini Mahamat. Les dirigeants de la Tunisie, de l'Algérie et de la Libye sont convenus à l'issue d'une réunion consultative à Tunis de lutter ensemble contre les impacts de l'immigration clandestine et d'unir leurs positions et leurs discours sur cette question. À l'initiative du chef de l'État tunisien Kais Saied, le président algérien Abdelmajid Tebboune et le président du conseil présidentiel libyen Mohamed Al-Manfi ont participé lundi 22 avril à une première réunion consultative au palais présidentiel de Carthage, dans la banlieue nord de Tunis. À l'issue de cette réunion, les 3 dirigeants sont convenus à la formation des équipes communes qui seront chargées de sécuriser les frontières communes de 3 pays du danger et des impacts de l'immigration non organisée. Selon une déclaration tunisienne, Nabil Ammar, ils ont aussi tenu dans cette déclaration commune à unir les positions et les discours dans leur traitement de ce sujet avec les autres pays, frères et amis concernés par ce phénomène, a ajouté le ministre.
Les trois présidents ont également évoqué l'importance d'organiser périodiquement des réunions consultatives, non seulement pour parler des dossiers politiques, mais également économiques et sociaux. Le Maroc et la Mauritanie n'ont pas été conviés à cet événement. Pour sa part, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a défendu ces initiatives comme destinées à combler un vide, alors que l'Union du Maghreb arabe, en abrégé UMA, créée il y a 35 ans, est dans le coma. L'UMA a été fondée à Marrakech en 1989 avec ambition de renforcer les liens politiques et économiques entre Maroc, Algérie, Mauritanie, Tunisie et la Libye. Mais des tensions récurrentes entre Rabat et Alger ont provoqué une impasse et le dernier sommet des dirigeants remonte à 1994. Des dizaines de manifestants arméniens bloquent plusieurs routes près de la frontière avec l'Azerbaïdjan pour protester contre ce qu'ils considèrent comme des concessions territoriales à leurs ennemis jurés. Les manifestants originaires des localités voisines affirment que les transferts pourraient les couper du reste du pays et accusent le Premier ministre Nicole Pachinian de céder unilatéralement des territoires. Commentaire de la rédaction. Des dizaines de manifestants arméniens ont bloqué jeudi plusieurs routes de ce pays du Caucase, notamment dans la capitale Erevan, afin de protester contre ce qu'ils voient comme des concessions territoriales faites à l'Azerbaïdjan cette semaine. Les deux États voisins et rivaux ont commencé à délimiter leurs frontières communes après des décennies de disputes territoriales. Le Premier ministre arménien Nicole Pachinian a accepté de restaurer à l'Azerbaïdjan 4 villages frontaliers saisis par les forces Erevan pendant une guerre dans les années 1990, ce qui avait contraint leurs habitants azerbaïdjanais à fuir. Mais certains Arméniens des villages alentours assurent que cette décision leur coupera du reste du pays et accusent leurs dirigeants de sacrifier des territoires sans garantie d'obtenir quelque chose en retour. Pour exprimer leur colère, les habitants se sont rassemblés jeudi après avoir déjà organisé des manifestations ces derniers jours. Ils ont bloqué des axes routiers, notamment celui reliant l'Arménie et la Géorgie, qui passe à proximité et constitue pour la population locale un lien majeur avec le monde extérieur. La principale route du nord au sud du pays était bloquée près du village de Tigranachen, reconnu comme appartenant à l'Azerbaïdjan, mais de facto sous contrôle arménien selon des médias locaux. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont affrontés dans 2 guerres, la première dans les années 1990, remportée par l'Arménie et qui a fait plus de 30 000 morts, et la deuxième en 2020, gagnée par l'Azerbaïdjan et qui a fait plus de 6 000 morts. En septembre 2023, Bakou a déclenché une offensive éclair qui a contraint les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh à capuler en quelques jours et pris le contrôle de l'ensemble de ce territoire. Le Conseil présidentiel de transition en Haïti prête serment après la démission officielle du Premier ministre Ariel Henry. Sa mission serait de s'atteler à la lourde tâche de gouverner un pays en proie à la violence des gangs. Né de longues et difficiles tractations, ce conseil a prêté serment jeudi 25 avril. Les détails avec Habiba Hangini Mahamat. Les 9 membres du conseil, 8 hommes et 1 femme, ont été investis lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en 2 temps. D'abord au palais présidentiel, où ils ont été salués par une fanfare, puis à la villa d'accueil, siège de la primature haïtienne, en présence des représentants du corps diplomatique et de la société civile. Les États-Unis ont jugé qu'il s'agissait d'une étape cruciale pour l'organisation d'élections dans un pays qui n'en a pas connu depuis 2016. L'ONU a, elle, salué la mise en place de l'organe et appelé les nouvelles autorités à accélérer la mise en œuvre complète de leur engagement. Pendant que le Conseil prenait ses fonctions, les rafales d'armes automatiques ont été entendues dans les centres-villes de Port-au-Prince, près du palais présidentiel et d'Almas en banlieue. Rappelant que malgré les prudentes avancées politiques, la population reste prise au piège de la violence. Il s'agissait d'attaques de camps et d'affrontements armés, ont fait savoir des riverains de l'agence France Presse. Priorité absolue du Conseil, le rétablissement de la sécurité publique, a affirmé l'une de ses membres, Régine Abraham. Elle a également pointé d'un ton sévère l'échec cuisant du gouvernement sortant qui a totalement abandonné sa responsabilité de protéger sa population contre les violences criminelles. Et c'est ici que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau journal de l'International. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.